Emma Rafovic, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes porte-parole d'Anne Hidalgo, jeunesse. Le Convoi de la Liberté, un mouvement de colère contre le pass vaccinal, inspiré du Canada, gagne la France pour ce week-end. Est-ce que vous vous sentez proche ou éloigné de ces Français qui semblent reprendre le flambeau des Gilets jaunes ? Évidemment, dans ce convoi, il y a beaucoup de gens avec qui je ne suis pas d'accord. Des personnes qui, on va dire, cèdent à des idées complotistes, des anti-vax. Je suis pas d'accord avec eux, évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes aussi très perdues. Et moi, je suis aussi élue parisienne, donc évidemment que je n'ai pas envie que Paris soit bloqué. Je suis élue du 11e arrondissement. Les commerçants, les artisans se remettent à peine d'une crise qui a été très compliquée. Et je crois qu'on n'a pas envie de leur remettre un coup encore sur la tête. Mais il y a du désespoir social derrière ça aussi. Il n'y a pas que de la colère anti-pass. Ah bien sûr, mais il y a a-t-elle beaucoup une de réponse désespoir pour eux ? Mais je crois que la gauche a évidemment une réponse pour eux. Aujourd'hui, le programme d'Anne Hidalgo, c'est un programme qui est sur 3 piliers. Un pilier social, un pilier écologique et un pilier démocratique. Mais moi, globalement, j'en veux aussi beaucoup actuellement au gouvernement qui, je crois, attise beaucoup les tensions plutôt que chercher l'apaisement. J'entendais hier Clément Beaune qui parlait d'un convoi de la honte et des égoïstes. Quelle responsabilité aussi de la parole publique quand on attise comme ça les tensions plutôt qu'essayer de trouver l'apaisement et la sérénité. Alors l'apaisement viendra peut-être de la fin du pass vaccinal. Il pourrait être abrogé fin mars, début avril, selon le porte-parole du gouvernement. C'est parce que l'épidémie s'effondre ou c'est un cadeau électoral bienvenu avant le premier tour ? J'ai pas l'impression que l'épidémie s'effondre non plus totalement. Ça recule quand même. Ça recule quand même, mais il y a toujours 200 000 cas à peu près par jour. Des personnes encore qui meurent aujourd'hui tous les jours dans nos hôpitaux. Il faut quand même, je crois pas encore que l'épidémie soit complètement derrière nous. J'ai surtout l'impression que c'est un changement de stratégie. D'un point de vue très personnel, évidemment, retrouver certaines choses, c'est bienvenu, mais je suis pas encore totalement rassuré par tout ça. Donc il y a un peu d'opportunisme électoral à prononcer la fin de l'épidémie. Non, évidemment, j'espère pas qu'il y a de l'opportunisme électoral. Moi, j'ai envie d'écouter les scientifiques et les professionnels de santé qui s'expriment. Je pense que c'est aussi à eux d'évaluer toutes les décisions qui sont prises. Éric Woerth rejoint Emmanuel Macron, une prise à droite. On annonce aussi l'éventuelle arrivée de François Rebsamen, maire socialiste de Dijon. Le « et en même temps » fonctionne encore. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron est surtout un président de droite. Il y a plus vraiment de doute là-dessus. Qu'Éric Woerth y aille, à mon avis, il va complètement dans ce sens-là. Quand on fait la baisse des APL, quand on supprime l'ISF, quand on essaye aussi de couper toute discussion avec les citoyennes et les citoyens, je crois que finalement, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est celui d'un président de droite. Il y a assez peu de doute là-dessus. Mais si on entend les noms de Rebsamen ou de Marisol Touraine, c'est aussi parce qu'ils disent, il est de droite peut-être, mais il est réformiste. Et puis, il veut faire avancer le pays dans le sens du progrès. C'est ça qui les tente. Vous savez, je suis pas la porte-parole de ces gens. Moi, je pense pas qu'ils aient fait ce choix tant qu'ils ne l'ont pas fait. Et par contre, ce que je crois, c'est qu'il faut que les électeurs et les électrices de gauche, ceux qui ont voté pour François Hollande, par exemple, en 2012, savent que le programme de gauche aujourd'hui, le programme de la réforme, mais aussi le programme de la considération des Français, le programme du respect, c'est celui d'Anne Hidalgo. Emmanuel Macron, je crois, son bilan parle pour lui. C'est pas un bilan d'un homme de gauche, c'est pas le bilan d'un social-démocrate. Malgré le quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte, on l'a pas vu. Pour nous, par exemple, les jeunes, on l'a pas vu, le quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est des jeunes qui faisaient la queue, par exemple, pour la soupe populaire, qui la font encore. Moi, personnellement, le quoi qu'il en coûte, j'en ai pas vraiment vu la couleur. Mais c'est des jeunes qui peuvent profiter de la reprise économique et de l'emploi qui repart aussi. Vous savez, moi, je pense qu'on n'a pas envie de miettes. On a envie de vraies décisions, de vraies orientations pour les jeunes, pour la jeunesse de ce pays. Et aujourd'hui, en tout cas, pour Emmanuel Macron, la priorité n'est clairement pas pour la jeunesse. Alors, on va regarder la place des jeunes dans la campagne d'Anne Hidalgo, mais cette campagne, elle ne se passe pas bien. 1,5% dans le dernier sondage Elab, par exemple. À quoi ça sert pour une telle candidature de continuer ? Vous savez, Anne Hidalgo, moi je la soutiens depuis le premier jour. Je suis élue dans le 11e arrondissement à Paris et je l'accompagne. Et c'est une femme que j'admire énormément. Elle résiste, moi, ça c'est sûr, elle a une endurance incroyable. Mais est-ce que c'est pas de l'entêtement ? Non. Vous savez, Anne Hidalgo, c'est aujourd'hui la seule candidate à gauche qui porte l'écologie, le social, puisque l'écologie sans le social, c'est du jardinage, et je crois qu'elle le porte intelligemment, et qui porte aussi des vraies réformes démocratiques, qui porte la République. C'est la gauche républicaine aujourd'hui dans cette élection. Très bien, alors qu'est-ce qui manque pour que ça décolle ?
Mais vous savez, l'élection, je crois aussi que les Françaises et les Français n'ont pas encore tout à fait la tête dans cette campagne des présidentielles. Le président de la République n'est pas encore totalement déclaré, même si ça ne saurait venir. Et vous savez, les élus de ce pays font aussi confiance à Anne Hidalgo. C'est la première qui a recueilli les parrainages. Moi, je suis très confiante parce que il faut attendre les débats qui n'ont pas encore eu lieu. Anne Hidalgo a d'ailleurs proposé à plusieurs reprises l'organisation de débats, notamment internes à la gauche. Tous les autres candidats ont refusé. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'ils ont peut-être un peu peur d'être confrontés à la candidate la plus solide de cette élection. 600 parrainages, en effet, le PS, un parti d'élus sans électeurs. C'est le paradoxe. Non, vous savez, déjà, les élus locaux sont aussi élus par des électeurs. Déjà, il faut le rappeler, hein, on a des villes, on a des départements, on a des régions. Et je crois que toute cette équipe de France des maires, mais aussi cette équipe de France des présidents de départements, des présidents et présidentes de régions, prouve que justement, nous, on a un ancrage local, on n'est pas déconnecté. Et ça va Emmanuel Macron, en tout cas, c'est le président qui décide de tout seul. Je pense qu'Anne Hidalgo, elle fera avec les citoyens et aussi avec les élus locaux. Et moi, je trouve que c'est au contraire plutôt rassurant après un quinquennat de déconnexion totale. Faire avec, débattre, discuter. Yannick Jadot a accepté que ses équipes discutent avec celles de Christiane Taubira. Ça s'est passé dimanche dernier. Est-ce qu'Anne Hidalgo doit en faire autant ? Anne Hidalgo, vous savez, maintenant, elle trace sa route. Moi, je crois qu'elle a été très claire. Elle avait proposé une primaire, elle avait proposé des débats. Ils ont refusé. C'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, l'extrême droite est à un niveau extrêmement élevé dans ce pays. Je crois que ça nous inquiète tous collectivement. Et Anne Hidalgo, c'est la candidate qui, je crois, porte un discours profondément républicain qui peut battre cette haine en permanence. Aujourd'hui, il faut qu'elle continue. C'est la seule qui propose un programme fort sur le logement, par exemple. 150 000 créations de logements sociaux par an. C'est la candidate qui porte des choses pour la jeunesse, revenu minimum garanti et dotation de 5 000 € à 18 ans. C'est la candidate qui aujourd'hui porte aussi un programme pour l'écologie avec l'ISF climatique. C'est 5 000 € pour chaque jeune à 18 ans. C'est 4 milliards par an. Est-ce bien raisonnable ? Oui, vous savez, moi je crois que ce qui est pas raisonnable, c'est de laisser les jeunes dans la précarité. Ce qui est pas raisonnable, c'est de laisser les jeunes sans espoir, c'est de laisser les jeunes dans les files d'attente pour la soupe populaire. Moi je crois que justement, il est temps de mettre la priorité sur la jeunesse. Il y a sans doute, j'espère, des jeunes qui nous écoutent, ou peut-être des parents, des grands-parents qui nous écoutent. Je pense qu'ils ont vu les années là qu'ont passé leurs enfants, leurs petits-enfants pendant le confinement, où ils regardaient leurs cours sur Zoom, où ils voyaient pas leurs preuves, voyaient pas leurs camarades de classe. Si c'est pas maintenant qu'on donne la priorité à la jeunesse, je sais pas quand on le fera. Et évidemment, c'est un budget important, mais je crois qu'il est à la hauteur de la priorité qu'on donne à la jeunesse. Alors, ces 5 000 €, si on les donne aux jeunes de votre entourage, ils en font quoi ? Ils vont pas les consommer très très vite, plutôt que de les épargner ou de créer des enfants. Vous savez, moi je crois pas qu'une allocation, ça sert à acheter des écrans plats ou à se payer un voyage à Ibiza. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'Éducation, les écrans plats. D'où l'illusion voyage à Ibiza. Voilà. Je sais pas, je vous le dites à ma place. Oui, mais sauf que moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, quand on est jeune, on a besoin de ces 5 000 € pour faire plein de choses. On a besoin pour financer ses études, pour financer sa formation. Moi, je pense, à 18 ans, j'avais bien envie de me payer, par exemple, le BAFA. Et puis finalement, c'était un peu trop cher et je l'ai pas fait. Et j'ai fait des colonies de vacances, mais j'ai pas pu le faire avec le BAFA. On peut se payer, évidemment, beaucoup de choses, un permis de conduire. Enfin, aujourd'hui, les jeunes ont besoin de cette dotation en capital et je crois que le faire, c'est aussi, encore une fois, de donner un signal fort à la jeunesse qui en a besoin. Mais il y a aussi une jeunesse qui n'en a pas besoin. Est-ce qu'il faudra exclure certains jeunes parce que, comme on dit, les conditions de ressources, leurs parents seront assez aisés ? Vous savez, cette dotation en capital de 5 000 €, c'est un pari sur beaucoup de choses, mais notamment sur la jeunesse, sur leur envie d'émancipation, d'autonomie. Et aujourd'hui, un jeune, y compris à 18 ans, je crois, a besoin et a le droit de faire ses choix sans considérer forcément le revenu de ses parents ou les choix de ses parents. Est-ce que demain, ce jeune pourra faire ses choix politiques à 16 ans ? Nous, on est pour, évidemment, à 16 ans. Aujourd'hui, alors, on va vous dire, attention, à 16 ans, on n'a pas la tête assez bien faite pour pouvoir voter sereinement. Moi, je crois pas. Vous savez, aujourd'hui, à 16 ans, les jeunes ont le droit d'arrêter, par exemple, leurs études, leur parcours scolaire. Ils ont eu des cours d'éducation civique, pas suffisamment. Il faut continuer aussi dans ce sens-là. Tout le collège, une partie du lycée. Il faut pouvoir donner aux jeunes leur capacité de faire des choix aussi, parce que d'ailleurs, les jeunes sont très mobilisés aujourd'hui politiquement. On les a vus dans les marches pour le climat, on les a vus se mobiliser pour plein de sujets. Mais on les a vus aussi dans les meetings de Zemmour et de Mélenchon. Ils votent aux extrêmes, les jeunes, quand ils votent. Vous savez, je pense que c'est aussi en donnant confiance à la jeunesse
qu'on arrêtera avec ce désespoir ambiant. L'extrême droite, au-delà d'être des discours de haine, c'est aussi un refuge pour plein de gens qui sont touchés par le désespoir. Et on a besoin de remettre de l'espoir et du discours, la promesse républicaine au cœur de notre pacte national. Et je crois que donner le droit de vote aux jeunes dès 16 ans fait partie de cette poussée. Les jeunes ont un problème avec la laïcité. Une partie d'entre eux considèrent que le religieux est au-dessus de la loi de la République, notamment les jeunes issus de la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je crois que la laïcité, c'est ce qui garantit notre émancipation. Je pense sincèrement qu'il n'y a aucun dogme religieux qui peut être au-dessus des lois de la République. C'est ça qui permet à tout le monde aujourd'hui de vivre ensemble. C'est une condition de notre pacte national. Ça ne se négocie pas. Non, ça se négocie pas. Éric Zemmour veut un mur aux frontières de l'Europe. Il l'a annoncé hier pour arrêter les migrants. Et que lui répondez-vous ? Je lui réponds pas grand-chose. Vous savez, Anne Hidalgo avait raison, je pense, de l'appeler un guignol. Moi, j'en veux plus en fait de ce discours de haine en permanence qui en plus n'a aucune réalité. Moi, je crois en l'idéal européen. Je pense que c'est un horizon qu'on doit atteindre. On a besoin de parler plus d'Europe. On a besoin de parler de ce que ça veut dire qu'être aujourd'hui des citoyens européens. Et je crois que répondre encore une fois, au désespoir du monde par des discours de haine n'est pas à la hauteur des enjeux. L'Europe, ça doit être l'hospitalité, ça doit être l'accueil, mais est-ce qu'on L'Europe, c'est d'abord la paix. L'Europe, c'est d'abord la paix. Je crois que on a aussi besoin de se rappeler pourquoi est-ce que les pères fondateurs de l'Europe se sont rassemblés. C'était aussi pour faire la paix, pour nous rassembler. Et vous savez, moi, je connais plein de jeunes, et peut-être que vous en connaissez aussi, qui par exemple ont fait Erasmus, qui connaissent l'Europe et qui la vivent au quotidien. Et on a besoin de faire en sorte que cette Europe, elle ait toujours plus de chance, plus de sens et de chance. Et tout ça, c'est aussi en la pratiquant au quotidien. L'avenir et l'écologie, c'est peut-être aussi le nucléaire. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il croit à la filière. Il la relance aujourd'hui, la filière nucléaire, à Belfort. Indépendance énergétique, zéro émission carbone. Pourquoi être contre le nucléaire comme dans le programme d'Hidalgo ? Avec Anne Hidalgo, ce qu'on propose, c'est évidemment d'aller vers le 100% renouvelable, mais aussi d'y aller de manière progressive. L'idée n'est pas d'arrêter comme ça d'un claquement de doigts le nucléaire, mais d'avoir un regard réaliste sur les choses. On a besoin aujourd'hui de devenir leader et d'avoir une économie qui devienne leader sur les énergies renouvelables. Et je crois que c'est aussi en fixant des objectifs pour le pays de manière claire. Malgré le rejet des éoliennes, on le voit sur le terrain. Vous savez, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait forcément un rejet de tout en termes d'énergie renouvelable. On a besoin d'aller plus loin, de créer plus de choses, aussi de créer des emplois dans ces secteurs-là. Et c'est des emplois d'avenir. Emma Rafovic, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Christophe.